Pour ce 5e épisode de l'ABCDR de Frustration Magazine, on va parler d'écologie avec Clément Sénéchal. Frustration a besoin de vous, n'hésitez pas à nous soutenir sur notre page Tipeee. Alors bonjour Clément, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Salut Rob, moi je m'appelle du coup Clément comme tu l'as dit, Clément Sénéchal. J'ai passé 8 ans dans une grande ONG à Greenpeace France où j'étais chargé de campagne, donc à la fois en charge de l'expertise, du plaidoyer et du porte-parole. Et je viens d'écrire un livre qui a été publié l'année dernière sur les impasses de l'écologie bourgeoise à laquelle j'ai participé en m'y confrontant parfois durant toutes ces années dans le milieu des ONG au sein de ce qu'on appelle l'écologie légitime ou installée, ou en tout cas du milieu parisien, quoi. Donc même si écologie c'est un mot qui est beaucoup utilisé dans le débat public, il est rarement défini. Toi, comment tu définis ce mot? Alors il y a deux grandes définitions, hein. Il y a la définition classique et celle de l'environnementalisme, où on va considérer que le sujet de l'écologie, c'est la protection de l'environnement conçue comme une cause du coup assez sectorielle. Et c'est par exemple ce qu'on retrouve dans les statuts d'une ONG comme Greenpeace où j'ai travaillé. Et une deuxième approche, qui est plutôt la mienne, qui est de considérer l'écologie comme relevant d'un problème systémique qui remet en cause notre organisation politique, qui concerne nos rapports sociaux, notamment nos rapports sociaux de production, et en fait notre relation sociale collective à la biosphère. Et donc dans le premier cas, on va considérer que l'environnement c'est quelque chose plutôt d'externe à la société, et dans le second cas, que l'environnement fait partie intrinsèque en fait de notre manière de faire société, et dans une approche matérialiste constitue ses fondements mêmes. Et donc dans le premier cas, on va plutôt essayer d'interroger ou de questionner le rapport entre l'être humain et la nature. Dans le deuxième cas, et moi c'est plutôt l'approche que je défends encore une fois, c'est l'idée de dire que la crise environnementale, elle interroge plutôt les relations des êtres humains entre eux, hein, et notamment la manière dont ils font société, la manière dont ils reproduisent leur base matérielle, leurs moyens de subsistance, et du coup leur rapport de pouvoir et tout ça. En introduction de ton livre, donc Pourquoi l'écologie perd toujours, tu cites un certain nombre de faits scientifiques qui sont assez alarmants, en particulier sur les accroissements de température et la saturation de l'atmosphère. C'est très concret, et en même temps, des fois, on a du mal à se représenter ce que ça veut dire pour nous, pour les êtres humains, par exemple en France, dans notre vie quotidienne. Est-ce que tu peux nous éclairer et aussi nous dire un peu de quelle échelle de temps on parle? Ouais, c'est assez concret parce qu'il y a des estimations scientifiques, certains scénarios qui parlent d'une submersion probable et quasiment totale de certaines villes françaises à horizon 2050, comme Calais, comme Le Havre, comme Dunkerque, comme l'île de Noirmoutier. Donc ça veut dire des territoires entiers qui vont être inondés, submergés par la montée des eaux qui est liée au réchauffement climatique, à la fonte des glaces, à la dilatation de l'océan par les températures, donc des gens qui vont perdre leur logement, qui vont devoir être déplacés en grand nombre. L'année dernière, sur la dernière décennie, il y a eu 220 millions déjà de déplacés climatiques, hein. Donc c'est des gens qui sont jetés sur les routes de l'exil parce que les zones où ils habitent deviennent strictement inhabitables. Après, on parle d'une trajectoire, là, si on pousse les curseurs actuels, de plus 4 degrés d'ici à la fin du siècle. Ça veut dire dans ces conditions-là qu'en France, par exemple, l'agriculture va devenir quasiment impossible. Donc ça veut dire une inflation des prix alimentaires qui vont partir en hausse, ça veut dire beaucoup plus de pauvreté, ça veut dire des famines, un retour de certaines famines, c'est-à-dire des pénuries extrêmement violentes et brutales. Le réchauffement climatique, c'est aussi des épisodes de tempêtes, d'événements climatiques beaucoup plus extrêmes et rapprochés. Et donc là, aujourd'hui, on a déjà, c'était le cas à Valence par exemple l'an dernier, où on a eu tout d'un coup des pluies torrentielles qui ont ravagé la ville. Et c'était plusieurs personnes, dizaines de personnes qui ont été tuées à cette occasion. Ça veut dire aussi plus de canicules, les canicules de plus en plus brutales. En 2022, les vagues de chaleur qui ont lieu cette année-là, elles ont tué plus de 2000 personnes, 2000 personnes même, je crois, en France. Le corps humain, il a des limites physiologiques, c'est-à-dire qu'on estime aujourd'hui qu'avec des températures qui avoisinent les 40 degrés et un taux d'humidité dans l'air qui se situe autour de 60%, on rentre en fait dans une zone létale pour le corps humain.
Donc on imagine si tout d'un coup on a des canicules qui combinent ces deux facteurs et qui se prolongent, voilà, ça sera l'hécatombe. Et on va vers ce type de probabilité à mesure que les températures augmentent. Donc ça veut dire qu'on va créer de la violence économique, ça veut dire qu'on va entrer dans des zones d'insécurité individuelle et collective beaucoup plus marquées. Et encore une fois, c'est déjà le cas aujourd'hui, hein. Il y a des populations entières qui aujourd'hui sont jetées sur les routes de l'exil, qui subissent la désertification. Il y a des îles, y compris en Polynésie française, qui sont au bord de la submersion aujourd'hui. Le réchauffement climatique, il tue et il aggrave en fait la vulnérabilité et la popularité, devinez de qui, des classes populaires en premier lieu. Donc il y a un rapport complexe en fait entre science et écologie, et entre technologie et écologie. Et en même temps, la communauté scientifique alerte sur le changement climatique, c'est les fameux rapports du GIEC. Et en même temps, une part d'entre elles participe à l'inflation technologique, à l'innovation, qui semble contribuer au problème environnemental. On trouve dans une tendance de l'écologie ce qu'on appelle le technosolutionnisme, l'idée qu'on va régler les problèmes posés par le dérèglement climatique par la science et la technique, par l'innovation. Qu'est-ce que toi tu penses de cette solution? Le technosolutionnisme, c'est la solution par excellence des capitalistes parce que ça permet de ne pas poser la question de la croissance et de la décroissance, et donc derrière de ne pas parler de la nécessaire redéfinition du partage des richesses, et derrière de ne pas parler de la question du mode de production actuel, à savoir du capitalisme, et des privilèges et des antagonismes sociaux qui en découlent. Il faut savoir, pour revenir sur les instances climatiques internationales, que, par exemple, le GIEC, donc le groupe des experts du climat intergouvernemental, il a été pensé et élaboré par des néolibéraux, par Thatcher et Reagan en 1984. Il a été opérationnalisé en 1988. Et dans ces années-là, il y a le rôle, par exemple, de Maurice Strong, qui était un homme d'affaires qui était très lié à l'industrie fossile nord-américaine. Et donc en fait, ces instruments-là de gouvernance climatique, à l'origine, ils ont été conçus pour contrôler, pour maîtriser la controverse environnementale, la controverse écologique, et la ramener un petit peu dans les mains des gouvernements pour l'institutionnaliser et l'aseptiser et la rendre compatible avec un certain nombre d'intérêts économiques dominant. Et donc le GIEC, par exemple, n'est pas complètement libre de ses publications. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas d'indépendance réellement, puisque toute la publication du GIEC doit être validée en amont par les États. Le GIEC, ce n'est pas un organisme qui publie de manière indépendante et autonome. C'est un organisme qui fait valider ses travaux par des gouvernements qui ont évidemment des intérêts politiques et économiques extrêmement forts. Et donc, il y a des biais, il y a des conflits d'intérêts. Dans ce que produit le GIEC, c'est par exemple ce que peut dire une climatologue comme Yamina Saeb, qui est parfaitement au courant de ça, puisqu'elle contribue notamment à ce qu'on appelle le groupe 3. Donc le groupe 3, c'est celui qui propose des solutions. Et effectivement, dans la production de ce groupe 3, il y a une grande part de technosolutionnisme, avec des scénarios qui apparaissent complètement hors sol et aberrants. Donc c'est lié à ces conflits d'intérêts, c'est lié aussi avec le fait que les États finance beaucoup plus de recherche climatique sur le technosolutionnisme et sur la géo-ingénierie, beaucoup plus que sur les sciences sociales, parce que le développement de ces techniques, ça crée aussi de la rentabilité, de la plus-value, des profits, et c'est beaucoup plus intéressant que les sciences sociales qui vont proposer, elles, de réorganiser les rapports sociaux. Donc il y a une surabondance, en fait, de la littérature scientifique sur la géo-ingénierie qui se ressent ensuite dans ce que produit le GIEC. Il y a tout un tas de travaux aussi sur le behaviorisme, donc sur le comportementalisme, qui consiste à essayer de voir comment on peut essayer d'orienter les conduites des individus de manière indirecte, sans leur proposer de contraintes, et donc de dissoudre la dimension collective et politique du sujet dans une forme d'individualisme vertueux, presque inconscient. Ça, pareil, c'est très financé, c'est une recherche qui est très financée par les États. Et donc, il s'en ressent aussi sur les publications du GIEC. Donc, le technosolutionnisme, c'est la solution privilégiée effectivement par les États, mais ça pose plusieurs questions. Par exemple, sur le plan microéconomique, il y a ce qu'on appelle le paradoxe de Jevons, qui est assez connu, qui dit que, grosso modo, si on améliore l'efficacité dans l'utilisation des ressources
pour la production d'un bien donné. Donc si par exemple on a un processus de production qui est beaucoup plus sobre en énergie, dans un système capitaliste où ce qui compte de toute façon c'est d'accroître la valeur et la loi du profit, et ben on va avoir tendance à démultiplier en fait les unités produites, et au final l'empreinte énergétique s'avérera supérieure. Donc on voit que simplement décarboner à l'unité, ça n'a pas grand sens, en tout cas au sein du système capitaliste. Pareil d'un point de vue macroéconomique. Par exemple, il y a les travaux de Jean-Baptiste Fressos, qui est historien, et qui démontre que la transition énergétique, dont on nous rebat les oreilles, y compris au sein du GIEC, n'existe pas, en fait. Parce que dans un système de croissance mondiale, on continue à utiliser de plus en plus de ressources, quelles qu'elles soient. C'est-à-dire qu'on n'a jamais utilisé autant de charbon, de bois, de sable qu'aujourd'hui, et évidemment d'énergie et de pétrole, et donc d'énergie fossile, malgré le fait qu'on a aussi démultiplié l'utilisation des ressources naturelles. Donc en fait, il n'y a pas de phasisme, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, avec un âge du bois, un âge du pétrole, un âge de l'électricité. Ça, c'est faux. Les sources d'énergie, elles s'additionnent les unes aux autres, pour une raison simple, qui est qu'on est dans un régime de croissance, et donc tout ce qui permet d'intensifier notre empreinte énergétique est rentable, et donc valorisé, et donc utilisé. Donc tout ce vocabulaire de la transition, du technosolutionnisme, et qu'on trouve dans les travaux aussi du GIEC, est complètement mensonger et inopérant aujourd'hui. Et on a une gouvernance climatique, bon voilà, qui est une manière de confisquer le sujet entre élites, avec du coup des biais sociaux et sociologiques qui sont extrêmement prégnants dans la manière de définir et de cadrer la réponse à apporter au réchauffement climatique, avec une part accordée à la technologie qui est aujourd'hui qui relève de la mystique en réalité, qui ne permettra pas du tout de réduire suffisamment les émissions de gaz à effet de serre. Dans cette veine un peu technosolutionniste, on entend des gens qui disent que le nucléaire, sans par ailleurs qu'ils en aient forcément les dangers, ce serait un moindre mal, car beaucoup moins polluant que d'autres formes d'énergie. Et toi, tu parlais dans Frustration, à propos du nucléaire, d'opium des capitalistes. Qu'est-ce que tu entends par là? Derrière le nucléaire, il y a cette idée d'une énergie qui serait en quelque sorte déterrestrée, qui n'aurait pas de matérialité en fait, qui n'aurait pas de rapport avec la Terre, qui n'aurait pas de rapport avec la matière, qui serait recyclable à l'infini, et qui du coup serait indépendante de toute contrainte physique, matérielle et donc environnementale. Par exemple, elle n'aurait pas d'empreinte carbone, puisque c'est effectivement une énergie qui est assez décarbonée. Et donc ça permet de masquer en fait toute la matérialité énergétique qu'il y a derrière les marchandises qu'on échange au sein du système capitaliste. Et donc de ne pas poser, encore une fois, la question du capitalisme, la question de la décroissance de notre empreinte énergétique, parce qu'on aurait une espèce de source d'énergie absolument disponible et sans externalité négative, ce qui est très loin d'être le cas. Mais Macron a annoncé une relance du nucléaire, parce que ça lui permet de parler de croissance verte, de développement durable, et ce genre de balivernes, alors que bon, le nucléaire, c'est des gens qui vont dans les mines chercher de l'uranium, c'est des déchets qu'on ne sait toujours pas traiter correctement. Il n'y a qu'1% du combustible fissile qui est recyclé actuellement. Les déchets à vie courte du nucléaire, c'est 300 ans, grosso modo, donc c'est pas rien. C'est des déchets qui sont... c'est une contamination radioactive, c'est quelque chose de létal pour le corps humain. Et les centrales nucléaires, ce sont des infrastructures qui ont une matérialité très concrète, très dangereuse, très vulnérable, que ce soit en termes d'accidents nucléaires ou que ce soit en termes d'attaques extérieures, donc en termes de sûreté, ce qu'on appelle la sûreté nucléaire. C'est des gens qui travaillent, c'est des intérimaires bien souvent qui vont prendre des doses radioactives dans les centrales pour effectuer les entretiens nécessaires. Ce sont des réacteurs qui arrivent en fin de vie et qu'on prolonge là un petit peu artificiellement, donc on rentre dans une zone dangereuse, surtout que la France a plus de 50 nucléaires sur son territoire, donc c'est pas une énergie anodine, c'est au contraire une énergie qui a une matérialité, j'ai envie de dire,
écrasante, en fait, hein, dans sa territorialité, dans l'espace territorial français. Donc tout ça, c'est quand même un mythe, d'autant plus que le nucléaire, c'est une énergie qui est vulnérable elle-même aux effets du réchauffement climatique. Une centrale nucléaire, elle a besoin de sources de refroidissement continu. Et avec le réchauffement climatique, on a un aléa sur l'abondance des cours d'eau. On a aussi un aléa sur des tempêtes ou sur des raz-de-marée, donc voilà, qui fragilise aussi l'infrastructure. Donc c'est pas une énergie aussi adaptée que ça aux circonstances historiques du réchauffement climatique. Et encore une fois, c'est surtout une diversion pour ne pas poser la question des rapports sociaux de production, la manière dont on produit, dont on consomme, dans quel volume, quel périmètre, quelle redistribution, quel partage. Voilà. Dans ton livre, tu sembles dire que la pandémie de Covid-19 aurait pu servir de déclenchement à un mouvement écologique plus résolu. Et bon, ça n'a pas été le cas. Pourquoi ça aurait pu ou dû être le cas selon toi? Quel est le rapport que tu fais entre la pandémie, le confinement et l'écologie? La pandémie était très intéressante d'un point de vue environnemental parce que c'est un moment où on a eu une suspension, grosso modo, de tous les dogmes néolibéraux. Parce qu'on avait ce qu'on appelle une zoonose, c'est-à-dire donc une maladie qui était issue d'une espèce animale, qui était liée grosso modo, l'extension du territoire humain sur les espaces sauvages qui rendait la possibilité à ces zoonoses de se diffuser beaucoup plus rapidement. Sa transmission mondiale questionnait aussi la structure de notre mobilité internationale, de nos échanges internationaux. Et tout d'un coup, on est rentré quand même dans une forme d'économie administrée, où il y avait ce partage entre les activités essentielles et les activités inessentielles. On a eu un moment d'inversion des hiérarchies sociales, avec les premiers de corvée qui sont devenus les premiers de cordée, en fait. Donc les métiers symboliquement les plus valorisés dans cet espace temps historique particulier. Et donc là, il y avait un nouveau rapport de force qui se créait, puisque les multinationales, les entreprises, elles avaient besoin de l'État, notamment pour indemniser le chômage, pour essuyer les pertes qui étaient liées au ralentissement économique, etc. Donc l'État est en rapport de force pour imposer de nouveaux compromis à l'appareil industriel et au secteur privé. Et donc il aurait pu, par exemple, poser des contreparties écologiques ou sociales à tous les prêts qui ont été consentis à cette époque, quoi qu'il en coûte. Et notamment, c'était un moment où moi j'avais porté le fait que il était temps peut-être de donner des objectifs climatiques contraignants aux entreprises, parce que l'accord de Paris c'est sympa, il définit un objectif de ne pas dépasser le 1,5, mais il ne dit pas comment faire. Et si on ne décline pas ces objectifs-là au tissu productif, comment c'est censé advenir en fait, ça n'arrivera pas. Donc là, c'était le moment de dire aux entreprises, chaque année, vous réduisez, et c'est une contrainte, vous réduisez vos émissions de gaz à effet de serre, sinon on n'arrivera jamais à tenir des courbes et des trajectoires planifiées et indispensables pour maintenir la planète en état d'habitabilité. Donc là, il y avait un rapport de force. C'est quand même le moment où le bloc bourgeois a senti quelques contradictions, notamment idéologiques, et où il a commencé à émettre des messages de gauche. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron lui-même, à ce moment-là, il avait des discours qui étaient plus à gauche que Greenpeace, que là où je travaillais, sur le capitalisme, la finance et le néolibéralisme. Et puis il y a toute cette thématique du monde d'après qui s'est imposée, donc qu'il était temps de garnir avec des propositions politiques fortes, avec un horizon révolutionnaire. Voilà. Et donc en fait, le milieu environnemental avait la main à ce moment-là. Et notamment, ça se matérialisait par le fait que les journalistes nous appelaient typiquement pour savoir, ok, le monde d'après, pour vous, c'est quoi? Vous proposez quoi? Bon, et là, on s'est quand même, là c'était assez rigolo parce qu'on s'est quand même aperçu qu'on n'avait rien à dire, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucune réforme systémique qu'on était en capacité de demander, qui était arbitrée chez nous, qui était conceptualisée chez nous. C'est sûr que le monde d'après, avec des labels pour le ton durable et tout, c'est un peu léger, ça ne permet pas d'incarner. Et donc là, moi j'ai essayé de lancer plutôt un travail de réflexion sur des grandes réformes structurelles de rupture avec le capitalisme qu'on aurait pu poser dans l'espace public, avec l'idée de me dire, c'est le moment où il faut quand même assumer que l'écologie, et que l'écologie légitime l'assume,
soit en rupture avec le capitalisme, se déclare très concrètement anticapitaliste, en disant la sortie du capitalisme est une condition nécessaire, pas suffisante, mais nécessaire pour faire de l'écologie. Ce qui s'est passé à la place, c'est plutôt qu'on a eu un jeu d'alliance, typique de l'écologie du spectacle dont je parle dans le livre, où c'est plutôt agi de rapprocher des logos, rapprocher des patrons, rapprocher des figures. Donc on a fait Alliance Greenpeace avec la CGT et puis plusieurs assos environnementales et d'autres syndicats dans ce qu'on a appelé Plus Jamais Ça, qui était un slogan un peu bizarre parce que sur le plan historique, c'était plutôt issu de la Shoah. Mais c'est juste la preuve d'une inculture assez développée dans ce milieu-là. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'on aurait pu avoir une mutation sociale de l'écologie. Et Plus Jamais Ça aurait pu incarner ça. Et notamment un rapprochement, une intrication entre les milieux environnementalistes et les milieux ouvriers, les milieux syndicaux à minima, quoi. Et en fait, c'est pas du tout ce qui a eu lieu. C'est-à-dire qu'on a juste eu une mise en scène entre Martinez et le DG de Greenpeace à l'époque, Jean-François Juillard, qui nous ont sorti une batterie de mesures SOSDEM un peu ressucées, pléthoriques et relativement inintéressantes, où on nous a annoncé très rapidement, Jean-François Juillard a dit que de toute façon, c'était pas un projet décroissant. Donc, on était encore dans cette écologie de la croissance verte. Que de toute façon, il n'y avait pas d'objectif de recomposition politique. Grosso modo, ils n'entendaient pas obtenir un rapport de force politique quelconque. Toutes les mesures qui ont été énoncées officiellement, on s'est bien gardé de les appliquer dans le champ de l'environnementalisme installé, dans les ONG, alors qu'on aurait pu le faire pour préfigurer les choses, leur donner du corps, pouvoir faire campagne de manière un peu plus rigoureuse avec. Les gens qui prenaient la parole pour cette initiative, c'était exclusivement les patrons, c'était jamais les salariés, par exemple. C'est jamais les salariés de Greenpeace, les membres du CSE, voilà, qui défendaient ces idées-là dans l'espace public. Donc en fait, on restait sur une structure très, très féodale, très verticale, très bureaucratique. Que par ailleurs, en fait, à aucun moment, par exemple, des syndicalistes sont venus nous rencontrer pour nous expliquer l'histoire du milieu ouvrier, pour nous expliquer les ressorts de la violence patronale, par exemple. Tout ça, ça aurait pu être intéressant, et vice-versa. Nous, on n'est pas sortis du 11e arrondissement de Paris, de la rue d'Enghien, pour aller dans les usines, ni pour s'établir, ni juste pour essayer de dialoguer, de comprendre un peu mieux la condition ouvrière, ses contraintes, c'est les oppressions qui y sont subies, c'est les types d'aliénation qu'on y rencontre. Ce qui est problématique, parce que la transition, si on veut, en tout cas sur une bifurcation écologique, je préfère ce terme, il va falloir quand même réorienter les pans industriels entiers, donc la vie concrète, réelle, matérielle, sociale, de large partie de la classe ouvrière dans ce pays, quoi. Donc ça ne s'est pas produit, et surtout Plus Jamais Ça a été par ailleurs mis en sommeil, paralysé, immobilisé pendant la campagne présidentielle de 2022. Alors qu'on aurait pu se dire, ça aurait pu servir de prémisse à la constitution d'un front populaire de la société civile qui accompagne dans un rapport dialectique la sphère institutionnelle et partisane, pour créer une espèce de front commun où il y a une correspondance entre les mouvements de la société et les mouvements du champ politique. Tout ça, ça n'a pas eu lieu. Et donc, il n'y a pas eu réellement de rapport de force. Ce qui s'est passé, c'est que le bloc au pouvoir n'a pas été inquiété, a utilisé la pandémie in fine pour gaver les multinationales d'argent, pour faire passer certaines revendications du patronat, comme la suppression d'une partie des impôts de production. Et voilà. Et en fait, le seul qui était présenté comme le seul succès de Plus Jamais Ça, c'était la reprise de la Chapelle d'Arblay. Donc la Chapelle d'Arblay, c'est une entreprise qui faisait du papier recyclé vers Rouen. Des négociations ont eu lieu, Plus Jamais Ça a été plus ou moins actif là-dedans. Finalement, la reprise a surtout eu lieu grâce à Nicolas Maillère-Rossignol, donc l'aile droite du PS, et chapeauté aussi par le ministère de l'économie. Et les repreneurs de la Chapelle d'Arblay, c'était Veolia, et Fibre Excellence. Et donc Fibre Excellence, c'est une filiale, quand on monte jusqu'au bout, d'une multinationale du papier située en Indonésie,
Asian Pulp and Paper, qui est connu pour pratiquer de la déforestation de forêts primaires à grande échelle, qui était même une cible de campagne pendant des années de Greenpeace. Donc en fait, le monde d'après, c'était simplement de servir sur un plateau un outil productif au capital international écocidaire et de présenter ça comme une victoire. Donc comme Frédéric Lordon, qui cite souvent ce moment, tu dis que le refus de parvenir de pas mal d'étudiants et d'ingénieurs, qui est souvent illustré par le discours de remise des diplômes d'AgroParisTech en 2022, est une rébellion cruciale. Pourquoi? Parce que c'est un symptôme très intéressant, parce que c'est le moment où ces grandes écoles qui servent en fait d'instance de socialisation des futures élites pour reproduire dans leur parcours professionnel, grosso modo, les intérêts du capital. C'est le moment où ces instances de socialisation commencent à être mises en échec. C'est-à-dire qu'elles ne parviennent plus à faire leur travail, qui est d'inculquer un jeu d'intérêts et de valeurs, et un habitus, et un ethos à la future classe dirigeante. Donc on voit qu'à ce moment-là émerge quand même sur le terrain de l'écologie une contradiction au sein du système d'accumulation capitaliste qui n'arrive plus vraiment à gérer. Alors en soi c'est pas révolutionnaire, c'est pas ça qui nourrit une révolution, mais c'est un signal faible en fait qui montre quand même une faiblesse de l'organisation bourgeoise dans ces instances de socialisation. Encore une fois, les instances de socialisation sont clés, hein. On parle beaucoup des imaginaires, de l'hégémonie culturelle. Bon, ce qui compte, c'est la manière dont les individus sont socialisés, les sociabilités qui en résultent, les ordonnancements matériels qui sont associés à tout ça. Et donc le fait que ces personnes-là refusent de parvenir et en fait mettent en échec ces trajectoires professionnelles, démontre à mon sens quelque chose qui est intéressant et qu'on aurait tort de trop minorer, quoi. C'est-à-dire que c'est quand même le moment où le système capitaliste échouffe dans ses politiques de recrutement. On comprend assez bien en t'écoutant, pour toi l'écologie est nécessairement anticapitaliste. Est-ce que du coup, comme on entend parfois l'écologie sans la lutte des classes, c'est du jardinage, pourquoi tu penses qu'il ne peut pas y avoir de croissance verte? Alors je pense qu'il y a une contradiction écologique primaire du capitaliste qui est liée très simplement au rapport de production qui le constitue. Donc le capitalisme, il est défini par la marchandise et il est défini par la propriété privée des moyens de production. Si on reprend un petit peu dans l'ordre de manière pas trop compliquée. Et donc, pour que le process de production soit mis en œuvre, il faut qu'un agent privé, un investisseur, ait des perspectives de profit à la clé. Donc le profit, il s'actualise par l'intermédiaire de la marchandise, par la vente. C'est-à-dire qu'on ne va pas rémunérer à 100% du travail. Il y a une part qui va être accaparée de matière gratuite et du coup qui va permettre, c'est ce qui rend la marchandise rentable et ce qui rend le prix de la marchandise profitable, évidemment. Et dans la marchandise, il y a plusieurs, ce qu'on appelle des facteurs de production. Il y a à la fois du travail, il y a à la fois des savoirs techniques, théoriques, et il y a des matières premières. Et les matières premières, elles ne tombent pas du ciel. Les matières premières, elles sont arrachées à la nature, à la biosphère, à notre écosystème. Elles sont digérées, elles sont aliénées, elles sont souvent détruites, elles produisent des externalités négatives comme les émissions de gaz à effet de serre. Et donc dans un système où ce qui met en mouvement le processus de production, c'est la perspective de profit, naturellement, les investisseurs, les capitalistes sont poussés à démultiplier assez naturellement, en fait, hein, le volume de marchandises en circulation et à les faire circuler de plus en plus vite. Et donc, par l'intermédiaire de la marchandise, le processus de mise en circulation de la marchandise, par son empreinte sociale, disons, on a une pression qui s'accroît mécaniquement sur l'environnement, par l'intermédiaire de l'usage des matières premières. Et donc ça, c'est une contradiction primaire qui m'apparaît fondamentale, parce que si on veut réduire notre empreinte matérielle, il faut nécessairement réduire le nombre de biens et services disponibles. Quand ces biens et services ils prennent la forme de la marchandise, nécessairement, ils sont poussés à être démultipliés de manière assez différente, soit en créant des besoins artificiels, ce qui est toute une partie de l'industrie spécifique au sein de l'appareil capitaliste, hein, la publicité, etc., le marketing,
soit par des politiques d'obsolescence programmée, où les biens et services vont se dégrader beaucoup plus vite que prévu. Pourquoi? Parce que derrière, on cherche à accroître la valeur d'échange beaucoup plus que la valeur d'usage. Donc ça, c'est une première contradiction qui est absolument fondamentale. Et après, il y a des contradictions, moi j'appelle les contradictions secondaires. Il y en a une d'ordre social, c'est que le capitalisme il divise la société en antagonisme irréductible, en fait, entre ceux qui détiennent les moyens de production et ceux qui détiennent leur force de travail, qui sont soumis aux moyens de production. Et donc ça crée un antagonisme structurant qui distribue des intérêts contradictoires entre le haut et le bas de l'espace social. Et donc, ce qui rend d'autant plus compliqué la péréquation des efforts en fait, de sobriété, disons, à fournir. Qui va aujourd'hui accepter de réduire son empreinte matérielle, et donc son niveau de vie, son niveau de confort? Par qui on commence? Est-ce que c'est légitime de demander aux populations les plus pauvres, par exemple, de faire des efforts de sobriété alors qu'ils sont déjà dans la précarité? Ou est-ce qu'on demande aux classes supérieures? Le problème, c'est que les classes supérieures, elles détiennent le pouvoir. Et elles détiennent leur pouvoir précisément parce qu'elles ont le privilège de détenir les moyens de production capitalistes. Et donc, ça crée des frictions assez irréconciliables. Et en fait, c'est un mode de société qui ne permet pas le consensus. Et donc, ça rend la transition extrêmement compliquée. Si on était dans une société communiste avec à peu près la même part de propriété collective, après, le même niveau de vie, ou la même capacité politique, le même pouvoir démocratique, disons les uns et les autres, bon, on pourrait se dire collectivement, on est des égaux, les gars, là il y a un problème, il faut qu'on réduise notre empreinte matérielle générale, on va tous consommer un petit peu moins, par exemple. Bon, bah là, ce serait facile, sauf que là, on est dans des sociétés qui sont par nature inégalitaires. On voit pas très bien, chacun est précisément poussé à ne pas accepter, et de manière assez légitime dans la majorité des cas, de commencer les efforts, commencer à faire des efforts à son niveau à lui. Après, il y a une autre contradiction secondaire, qui est une contradiction d'ordre politique, c'est-à-dire que le capital, c'est pas juste une grosse somme d'argent, c'est de l'argent concentré, et c'est un pouvoir social qui est convertible aussi en pouvoir politique. C'est le pouvoir de maîtriser la production, et c'est le pouvoir de maîtriser aussi le champ politique de différentes manières, soit en finançant des candidats aux élections, soit par l'intermédiaire du lobbying sur tout le travail législatif, que moi j'ai vu à l'œuvre effectivement quand j'étais à Greenpeace, quand on défendait des réformes législatives. En face, il y a des batteries d'experts surpayés qui viennent pour organiser le statu quo et faire en sorte que toute forme de réforme environnementale soit de la poudre aux yeux, soit désarmée, soit évidée de son sens par différentes dérogations, c'est ça. C'est aussi le pouvoir d'organiser une vampirisation de l'espace public. C'est ce que fait Bolloré quand il rachète des maisons d'édition, des médias, des réseaux de distribution. Et donc d'imposer une forme de propagande conforme à ses intérêts étant de maintenir évidemment en l'état le système capitaliste et les inégalités, les privilèges afférents au système capitaliste. Donc en fait, le capitalisme, il verrouille en quelque sorte la discussion démocratique sur le changement climatique. Il y a une autre contradiction qui se porte plus au niveau individuel, mais quand on est pris dans des rapports de production capitalistes, on n'a pas de pouvoir décisionnaire sur le contenu de la production, ni sur son volume. Quand on va à l'usine, on n'a pas le pouvoir de dire « Ah, mais est-ce que si on produit ça, est-ce que c'est vraiment utile à la société ? Est-ce que tel volume, c'est compatible avec les limites physiques de la biosphère ?» Ce genre de choses. Donc on est amené, en fait, nous-mêmes, à titre individuel, à dans une forme de dissonance cognitive et contradictoire extrêmement forte, où d'un côté, on a une préoccupation environnementale, et de l'autre, on est jeté dans des conditions de production matérielle qui nous obligent, qui nous forcent à agir de manière contradictoire avec ces préoccupations subjectives et politiques. Et en fait, le système capitaliste, c'est pas un système démocratique. C'est pas un système qui, au jour le jour, dans son activité productive matérielle,
laisse le libre choix aux individus de déterminer le sens de la production et de la rendre compatible avec l'intérêt général, aujourd'hui représenté par les limites des limites physiques de la biosphère. Donc voilà, il y a tout un tas de contradictions internes au capitalisme qui rendent sa sortie, qui font de sa sortie un prérequis incontournable en fait pour entreprendre une quelconque organisation politique qui soit authentiquement écologique. Et après, si on regarde, il y a d'autres manières de le voir, hein. C'est que si on regarde simplement l'empreinte carbone, par exemple, afférente à des différentes strates sociales, on sait très bien que ce sont les plus riches qui polluent le plus. Pour une raison très simple, c'est qu'en fait l'écologie c'est juste de l'économie. Donc l'écologie, elle suit l'écologie, elle répond aux mêmes dynamiques de lutte des classes que l'économie capitaliste en fait. C'est exactement la même chose. L'écologie c'est une question matérielle, c'est une question économique. Et, dans le système capitaliste, l'économie capitaliste, elle génère de la lutte des classes. Et donc là, bon bref, du coup, les plus riches, évidemment, ils ont un niveau de vie supérieur, et donc ils ont une empreinte matérielle supérieure, et donc ils ont un impact sur l'environnement qui est supérieur. Et donc eux, ils n'ont pas intérêt, vu leur positionnement social, à faire des efforts et tout d'un coup à s'auto-destituer. Et donc nécessairement, quand on parle d'écologie, ça implique une lutte d'intérêts contradictoires entre les différentes strates de la population. Et les plus riches, il y a un rapport qui est sorti il n'y a pas très longtemps dans une revue scientifique qui montre que, par exemple, si on considère à la fois le mode de vie, donc ce qui est consommé, et le patrimoine, ce qui est détenu, notamment sous forme d'actifs financiers, donc d'actifs financiers qui sont en fait des titres de propriété sur l'appareil de production lui-même, ou sur les matières premières, enfin, si l'ensemble de la population mondiale, disons, avait le même niveau d'empreinte carbone que les 1%, on serait déjà à plus 6 degrés de réchauffement climatique sur la planète. C'est-à-dire que ce serait la fin du game. Ce serait déjà terminé, en fait. Donc tout ça pour dire que le mode d'être social, social, matériel et politique, des élites des classes supérieures n'est pas universalisable dans le champ des limites de la biosphère. Donc ça veut dire qu'ils exercent une violence écologique fondamentale sur les autres, sur la majorité sociale et en particulier sur les plus pauvres. Et donc nécessairement, l'écologie, c'est une lutte des classes du coup. Plus tôt, tu as parlé d'écologie du spectacle, un concept pour lequel tu t'inspires de Guy Debord et de la société du spectacle. Qu'est-ce que tu entends par là? Donc la société du spectacle chez Guy Debord, c'est une société qui serait saturée par l'apparence marchande en quelque sorte. Et l'écologie du spectacle, c'est quand la cause devient elle-même une forme d'apparence marchandisée. En fait, moi, à Greenpeace, j'avais l'impression à la fin de faire partie d'une grande agence de communication qui faisait du marketing électoral pour attirer les dons et faire de la collecte. Et donc, j'ai regardé un peu d'où ça venait, cette espèce de prééminence de la communication dans cette structure. Et donc, je suis remonté aux premières campagnes de Greenpeace. Et notamment, j'ai découvert que la toute première campagne contre les essais nucléaires qui devaient avoir lieu à Amchilka, en Alaska, sous l'égide des conservateurs et du gouvernement Nixon. Bon, Greenpeace avait prévu d'aller s'interposer physiquement, en fait, à bord d'un petit bateau. Et j'ai découvert qu'ils avaient fait demi-tour en cours de route et qu'ils avaient délibérément tourné le dos à la cible et qu'ils étaient rentrés chez eux à bon port au moment où les essais nucléaires ont eu lieu. Donc ils ont strictement abandonné complètement leur mission en cours de route. Et pourquoi ils ont fait ça ? Parce qu'ils avaient considéré que finalement, au gré des différentes péripéties qu'ils narraient aux médias un peu en temps réel, ils avaient acquis suffisamment de notoriété et suffisamment de couverture médiatique pour que la mission, en quelque sorte, soit réussie. C'est-à-dire qu'eux, ils considéraient comme une victoire le fait, très simplement, qu'on parle de la cause dans l'espace public, beaucoup plus que finalement leur capacité empirique, concrète, réelle à empêcher les essais nucléaires, donc à donner un débouché en fait tangible à leurs propres actions. Et en fait, cette médiatisation, elle permet d'attirer des capitaux symboliques évidemment, mais qui sont convertibles en capitaux économiques. Donc on a commencé à leur donner de l'argent, et c'est comme ça en fait qu'est né Greenpeace.
C'est-à-dire qui a transformé ses échecs, quelque part, en victoire par l'intermédiaire de la médiatisation, qui est en fait une source de rémunération. Et donc cette écologie du spectacle, c'est le moment où la médiatisation, elle devient une fin en soi, en quelque sorte, beaucoup plus qu'un moyen ou qu'un levier au service de l'action. Et cette écologie du spectacle, elle a des impacts assez négatifs, notamment en termes d'engagement militant. Déjà, elle pose les protagonistes, elle opère une dichotomie entre les différents types de protagonistes. D'un côté, on a une élite d'activistes, qui sont des acteurs, qui se mettent en scène. Et de l'autre côté, on a la masse, des gens qui sont intéressés par la cause, mais qui vont être ravalés au rang de spectateurs. Ça va être fondamentalement des spectateurs qui vont financer, en fait, des spectacles. Et donc ça donne lieu à une forme de déréalisation de l'engagement par effet de procuration. C'est aussi une écologie qui va du coup multiplier les mises en scène et qui va se complaire dans une forme de falsification de la réalité. Là, ils nous ont vendu, par exemple, la première expédition, c'était on va aller s'interposer face aux essais nucléaires. C'était ça la campagne antinucléaire. En fait, non, c'est une campagne, on fait demi-tour. Et c'est marrant parce que cette campagne, on la pose vraiment comme un récit mythologique et fondateur de la renommée de Greenpeace et comme son ADN. Et notamment un récit qui ferait de Greenpeace une espèce de parangon de la désobéissance civile et de l'action radicale, etc. Alors que les gars ont juste fait une croisière aller-retour en s'arrêtant au bord en cours de route. Et donc l'écologie du spectacle, c'est ça, c'est une écologie qui reste au stade en fait du symbolique, du symbole, de la mise en scène, des apparences, qui est encore pratiqué par exemple par Greenpeace, et ces happenings, ce banderolisme où on va mettre en scène de la désobéissance civile soft, en fait, de manière qui sont en fait des moments extrêmement pacifiés où la conflictualité est mimée et jouée. En fait, par exemple, les forces de l'ordre savent très bien que ce sont des mobilisations éphémères. On est là pour prendre des images beaucoup plus que pour le blocage. D'ailleurs, dans le jargon de Greenpeace, les actions comme ça, elles sont appelées des photo-op, c'est-à-dire des photo-opportunités. Des opportunités de faire des photos. Ce qui compte, c'est l'image qu'on va récolter à la fin, qu'on va mettre en circulation auprès des adhérents pour les inciter à continuer à soutenir, à financer, etc. Et donc, on mime une intervention dans la réalité en donnant le sentiment qu'il y a une prise en charge d'un aspect environnemental ou écologique particulier. Mais c'est aussi le fait, par exemple, de mettre en valeur des engagements volontaires des multinationales, des labels, des certifications, qui sont une manière, en fait, de verdir ou de blanchir, disons, le discours de la marchandise, et qui vont simplement amener à une forme de professionnalisation du greenwashing, avec tout un tas de métiers, d'intervenants, de consultants, etc., qui vont être là pour donner le change aux ONG et montrer que la multinationale, elle a mis ci et ça en place, qui permet encore une fois de jamais questionner le capitalisme et de faire croire qu'il y a une transition possible au sein du capitalisme. Mais c'est aussi le fait de participer au folklore permanent du pouvoir, à tout cet événementiel, le cercle de partenaires événementiels en fait, notamment au gouvernement néolibéraux ou au bloc bourgeois. Donc c'est les Grenelles de l'environnement, par exemple. En 2007, il y avait tous les écolos patentés, là, Yannick Jadot, Nicolas Hulot, ils participaient à un Grenelle de l'environnement mis en place par Nicolas Sarkozy. Il nous expliquait qu'on allait enclencher la transition sous Nicolas Sarkozy. Enfin, c'était quand même un niveau de délire aberrant, et donc ils ont servi de caution, en fait, aux opérations de communication événementielle de Nicolas Sarkozy, mais on a vu ça, on a eu pléthore sous Emmanuel Macron. C'était les conseils de défense écologiste, c'était le One Planet Summit, c'était par excellence la Convention citoyenne pour le climat. Voilà, ce genre d'événementiel-là. C'est le fait aussi de servir de caution écolo à des gouvernements adverses. C'est ce qu'a fait. Alors là, les Verts sont spécialistes de ça. Ils fournissent des bataillons au bloc bourgeois de petites cautions écologiques périssables. Et sous Macron, c'était Nicolas Hulot. Après, on a eu François de Rugy, un ancien dirigeant des Verts. Ensuite, on a eu Barbara Pompili, l'ancienne dirigeante des Verts. On a eu Pascal Canfin aussi, qui était
qui était le chef du WWF et qui est devenu l'homme lige de Macron au niveau européen, mais c'était aussi le cas sous Hollande, hein. Plein de figures écolos qui sont défilées au service de François Hollande, qui menaient de fait une politique néolibérale incompatible avec l'impératif écologique et qui n'hésitait pas à martyriser les militants écolos, hein. Les militants écolos qui étaient assignés à résidence pour la COP21, par exemple, grâce à un usage excessif des lois relatives à l'état d'urgence. On se rappelle de la mort de Rémi Fraisse à Sivens, paix à son âme. Donc c'est ça, ou c'est le fait de mettre en circulation des concepts absolument creux, comme le développement durable, ou la transition écologique, ou l'art de l'euphémisation permanente de la réalité des enjeux, des rapports de force, des problèmes. Ou c'est le fait, par exemple, de considérer que les journalistes sont des vaches sacrées, qu'il n'y a pas de biais idéologique ou matériel qui détermine l'activité journalistique. Par exemple, à Greenpeace, c'était interdit de proposer une critique du système médiatique. C'était impossible d'entrer dans un rapport d'affrontement avec un journaliste. Quand on regarde bien, Marianne Tondelier, c'est exactement ce qu'elle fait. Elle est copine, en fait, avec les journalistes. Elle est copine avec les journalistes de BFM. Elle accueille en terrain favorable et pas du tout dans une conflictualité que peuvent avoir, par exemple, les membres de la France Insoumise quand ils vont dans les médias. Voilà. Et donc, parce qu'on a besoin que les appareils médiatiques soient perméables à la bonne cause de l'écologie. Et donc cette écologie symbolique, elle répond au paradigme ultra dominant, à la religion de la sensibilisation, en quelque sorte. Donc la sensibilisation, on va sensibiliser les patrons, les multinationales, les consommateurs, les ministres, on va sensibiliser tout le monde en fait. Et donc ça va permettre de rendre la cause négociable, morcelable, in fine rentable aussi. Et ça transforme l'écologie en signifiant vide. C'est exactement ce qui apparaît dans le discours de Marianne Tondelier quand elle est interrogée et qu'on lui propose de définir sa ligne. Déjà, ça ne l'intéresse pas, elle dit que c'est du branlage de nouilles. Mais surtout, elle dit l'écologie, quelle écologie vous défendez là, sur le plateau de l'UMA, par exemple, dans l'émission Ça ira, là, en décembre dernier. Quelle écologie vous défendez? Moi, je défends l'écologie sans adjectif. Hein. L'écologie, c'est l'écologie. Donc en fait, l'écologie, ça devient un référentiel tautologique, c'est-à-dire un circulaire, autoréférentiel quasiment. Et in fine, une forme de signifiant vide qu'on peut comme ça manipuler et inscrire partout. Donc l'écologie, ça devient un logo, une veste verte, une couleur, voilà, des choses sans doctrine ni projet politique conséquent. Et à la source de ça, il y a plusieurs... Déjà, il y a le fait que cette écologie dominante ou majoritaire, elle a été accaparée par les classes supérieures et la bourgeoisie culturelle blanche, grosso modo. Donc eux, ils ont intérêt à cadrer, en termes de praxis, de pratiques stratégiques, l'écologie comme une question de sensibilisation, parce que ça leur permet de garder la main sur le cadrage de la controverse écologiste, que fait quelqu'un comme Cyril Dion, par exemple. Ça procède d'une erreur typique en fait, que font les classes supérieures, qui est de croire que l'infrastructure procède de la superstructure. Donc c'est des termes marxistes, mais grosso modo que la sphère des représentations, donc la superstructure, aurait un pouvoir directif et descendant sur la sphère de la production et des expériences concrètes, à savoir l'infrastructure. Donc la dialectique est plutôt inverse. C'est plutôt la superstructure qui répond à un moment donné à l'état des relations sociales. Ça, c'est dans une perspective matérialiste ou marxiste, ou simplement c'est la sociologie critique qui permet de comprendre ça. Donc c'est pas en faisant pleuvoir comme ça par le haut des images ou des représentations que tout d'un coup on engendre des transformations sociales majeures, parce que de toute façon les individus sont pris dans des contraintes sociales, donc on a beau les sensibiliser, s'il n'y a pas de débouché politique possible, ça leur fait une belle jambe. Et donc ce qui compte, c'est d'abord les instances de socialisation, les sociabilités qu'on arrive à créer, les débouchés politiques, collectifs qu'on arrive à aménager, les conditions d'engagement politique,
beaucoup plus que simplement mettre en circulation des imaginaires, sensibiliser sur les données du GIEC, etc. Donc ça, c'est très rentable, parce qu'on va dans les entreprises sensibiliser les gens. Derrière, il ne se passe évidemment strictement rien. Et en fait, on sert de caution à nos propres adversaires. Dans ton livre, tu mentionnes aussi l'écologie pirate, qui est un concept proposé par Fatima Wassak. Est-ce que tu peux nous en parler? Donc le concept d'écologie pirate, il a été façonné par Fatima Wassak en 2023 dans un essai qui s'appelle « Pour une écologie pirate », qui dit plusieurs choses. Alors Fatima Wassak, déjà, elle dénonce grosso modo la mainmise des classes supérieures blanches sur la question écologique. Ensuite, elle dénonce aussi les carences béantes de l'écologie, de ce qu'elle appelle l'écologie majoritaire, en termes de compréhension et de prise en charge du racisme. Et la capacité de l'écologie dominante à être authentiquement antiraciste, et donc de se préoccuper de manière réellement politique du sort réservé à des fractions de la population qui souffrent d'oppression systémique de par leurs conditions sociales et de par leurs conditions de population racisée. Elle dénonce aussi le fait que, grosso modo, le mouvement climat, la seule approche qu'ils ont de ces questions-là, ça va être en termes de diversité un petit peu décorative, par des EDL, par des pancartes ou par un peu de tokenisme où on va mettre quelques figures non blanches ici et là pour donner le change, mais sans prise en charge structurelle en fait, de la lutte antiraciste. Et elle, ce qu'elle dit, Fatima Wassak, c'est que, grosso modo, on ne peut pas demander à des gens de s'impliquer pleinement dans la protection de la planète ou de la Terre quand eux-mêmes, on leur refuse toute forme d'ancrage sur le territoire, d'ancrage matériel, social ou d'accès même politique au territoire symbolique et juridique de la République, puisque c'est des populations qui sont emmurées, en quelque sorte, à la périphérie, disons, de l'arc républicain, et qui subissent une répression politique permanente, ce qu'elle appelle la OGRA. Et donc on a des gens des populations qui sont déjà en lutte quotidienne pour leur intégration à la Terre et en fait pour leur survie matérielle. Et donc les discours moralisateurs à sensibiliser les quartiers populaires, etc., sans se préoccuper de la question du racisme et des oppressions subies, directes et tangibles pour ces groupes sociaux-là, elles ont évidemment aucune chance d'aboutir correctement. Et donc elle, ce qu'elle propose, c'est de mettre en fait en position de centralité la question du racisme. Et elle propose non pas une protection de la Terre, mais une libération de la Terre qui se traduirait par un droit absolu de circulation et d'installation, en fait, qui devrait figurer comme étant la revendication principale du mouvement environnemental. Voilà. Et donc à créer des formes d'alliance dans les différentes formes de résistance, et donc une écologie qui serait réellement intersectionnelle. Moi, je suis assez d'accord avec ce qu'elle écrit là-dessus. Le constat est vrai. C'est vrai que moi, j'ai jamais... à Greenpeace, j'ai essayé de poser le sujet, ça n'a jamais été vraiment accepté. Je me souviens qu'avant la COP27 qui avait lieu en Égypte, où pourtant on essayait de parler de justice climatique, on interdisait de parler officiellement de colonialisme climatique. Donc il y a vraiment la question du décolonialisme n'est pas du tout intégrée par ce milieu blanc et privilégié de l'écologie. On n'a jamais eu de campagne antiraciste affirmée à Greenpeace, on n'a jamais mis de moyens là-dessus, on n'a jamais conceptualisé ça, sérieusement. Le seul truc qui a été fait était quand même assez ridicule. Je me souviens quand même en 2017, dans l'entre-deux tours, le seul truc qu'on a réussi à faire, c'était foutre une banderole sur la Tour Eiffel, sur laquelle était inscrit liberté, égalité, fraternité, quoi. C'était juste la devise républicaine qui, par ailleurs, pose problème et pas forcément un signe d'émancipation pour certains groupes sociaux, mais on n'a été pas capable de nommer l'adversaire, ne serait-ce que ça.
Donc, il y a un retard qui est absolument énorme, en fait, du mouvement environnemental installé par rapport aux questions d'antiracisme. Donc voilà, c'est un essai qui fait du bien et qui met le doigt là où ça fait mal, qui pose des constats qui sont corrects et que moi, je peux tout à fait reprendre à mon compte aussi quand j'essaie de comprendre pourquoi l'écologie perd toujours. Parce que cette incapacité à être intersectionnelle affaiblit nécessairement la puissance potentielle d'un front commun. Tu dis aussi que l'écoféminisme apporte une contribution essentielle. Mais c'est quoi finalement le rapport entre écologie et féminisme? Alors, des rapports qui sont un peu frauduleux à mon sens, c'est-à-dire qu'il y a un écoféministe que moi je valide pas spécialement, c'est un peu l'écoféminisme qui va considérer qu'il y a une personnalité féminine de la nature, ou qui va considérer que la Terre, Gaïa, aurait une identité de genre, ou une théorie qui considère que les femmes auraient intrinsèquement des qualités qui les rendraient plus soucieuses de l'environnement, par essence, quoi. Donc ça m'apparaît un peu frauduleux et ça peut même entraîner en fait sur des pentes relativement réactionnaires. Après, ce qui est le plus intéressant à mon sens, c'est de constater un parallélisme ou un continuum, disons, dans la manière dont le patriarcat et le capitalisme ont tendance à réifier les choses qui les entourent, donc à la fois les femmes ou les composantes de ce qu'on peut appeler le vivant, ou de la biosphère, ou de la nature, et à les considérer comme des choses qui sont absolument disponibles, qui sont à disposition du pouvoir dominant. Donc là, il y a un parallélisme de situation, ou un parallélisme de dynamique relationnelle qu'on trouve à la fois au sein du patriarcat et à la fois au sein du capitalisme. Par ailleurs, il apparaît que vu les modes de socialisation actuels, effectivement, statistiquement, le genre féminin, les personnes qui apparaissent appartenir au genre féminin, sont plus soucieuses de la question environnementale, c'est ce qui ressort de différentes enquêtes, et que par ailleurs, elles sont amenées à observer un mode de vie qui est de 25% moins carboné que le mode de vie des membres du genre masculin, notamment sur les questions qui est notamment liées à leurs pratiques alimentaires ou à leurs pratiques de déplacement, mais qui sont liées à des situations socio-professionnelles et qui reflètent l'emprise du patriarcat sur la structure économique. Après, il y a un autre angle qui est que dans beaucoup de civilisations, en fait, les femmes sont en première ligne vis-à-vis du réchauffement climatique. Par exemple, en Afrique, 70% de la production agricole est assurée par des femmes. Quand cette production agricole devient de plus en plus difficile à cause du réchauffement climatique, c'est les femmes qui en pâtissent en premier lieu. Et ensuite, les modes de socialisation ou de domestication font que les femmes sont les premières en fait, à se priver de nourriture dans les foyers. Donc, si les rendements agricoles baissent, c'est d'abord les femmes qui vont en pâtir. Ensuite, dans beaucoup de civilisations, les femmes sont celles qui assurent en priorité les tâches domestiques, donc notamment l'approvisionnement en eau. Par exemple, en Afrique, c'est le cas. Et donc, quand l'eau se raréfie, ça rend leur tâche beaucoup plus compliquée. Il faut qu'elles aillent plus loin chercher de l'eau. Et donc, leur labeur, en fait, devient de plus en plus pénible. Les impacts du réchauffement climatique, ils déstabilisent dans pas mal de pays les systèmes de santé et d'accès aux soins. Et donc ça rend la vie des femmes beaucoup plus compliquée, notamment en période de grossesse. Et donc les hommes sont moins exposés en réalité, ont moins besoin en tout cas d'un système de santé performant. Les femmes, elles sont aussi exposées à des dynamiques d'oppression qui sont liées à l'augmentation de la pauvreté. Donc, quand le réchauffement climatique occasionne des dégradations et des pertes matérielles, donc une hausse de la pauvreté, les foyers vont avoir tendance à vouloir se débarrasser d'elles plus rapidement, et donc ça va augmenter par exemple la proportion de mariages forcés. Donc voilà, on voit toutes ces conséquences du réchauffement climatique dans certaines civilisations, dans certains milieux, dans certains pays. Par exemple en Afrique, ça rend la vie des femmes extrêmement compliquée. Est-ce que la difficulté de l'écologie
à partir de la vie quotidienne, en parlant plutôt de phénomènes qui paraissent très macro et des fois un peu insaisissables, explique pas aussi le divorce entre le mouvement ouvrier et le mouvement écologique dont tu parles beaucoup dans ton livre, là où en fait la tradition socialiste avait davantage su s'ancrer dans des préoccupations immédiates et tangibles, d'autant plus que là on pouvait identifier le bourgeois, le capitaliste ou le patron. L'écologie dominante a tendance à rendre tout le monde responsable, presque à égalité, de la catastrophe écologique via le mode de vie. Ce qui fait que pour beaucoup de gens, lutter pour l'écologie, ça reviendrait à lutter pour la dégradation de son propre confort de vie durement acquis. Ouais, là, c'est une difficulté intrinsèque en fait de la question environnementale. C'est l'une de ces apories entre guillemets, c'est le fait que c'est pas forcément tangible dans l'immédiat en termes d'impact, ce qui se passe au niveau du climat, contrairement à ce qui se passe au niveau de l'exploitation économique quotidienne des uns et des autres, la nécessité de s'intégrer matériellement ou symboliquement à la société, qui en font des préoccupations existentielles et en fait incorporées dans les agents sociaux, ce qui est beaucoup moins le cas avec l'environnement. D'autant plus que sur la question climatique, typiquement, on a besoin de la médiation scientifique pour comprendre ce qui se passe, avoir une représentation à peu près claire du sujet et de la manière dont on peut s'insérer individuellement dans l'équation environnementale. Après, il y a aussi on en est aussi là parce que l'écologie dominante a tenu à extraire en fait la cause environnementale de la critique du capitalisme, de la condition sociale réelle des classes populaires et des classes ouvrières. On a fait quelque chose de relativement étranger à la question du mode de production, et donc à contribuer à éloigner encore plus la question environnementale et la rendre d'autant plus intangible, notamment en mettant en avant deux termes qui sont d'une part la technique, comme si c'était un pur sujet technique, et d'autre part l'individu, hein, par l'intermédiaire de l'éco-citoyenneté morale, des éco-gestes, du nid du colibri où chacun doit faire sa part, et donc qui a contribué à isoler l'individu par rapport aux injonctions environnementales, et donc à les rendre d'autant plus irréelles en fait, et impraticables. Un peu dans ce raisonnement, tu dis que l'écologie réelle implique de réguler la production et d'œuvrer à l'égalité matérielle entre les citoyens pour imposer la sobriété. Concrètement, ça consiste en quoi? Donc sortir du capitalisme, ça veut dire nécessairement mettre en œuvre une forme de socialisation de la production. Il n'y a pas d'autre alternative à ça, donc je pense qu'il y a deux piliers. Le premier, c'est d'étrangler en fait le capital. Et donc ça veut dire mettre en place un pôle public du crédit, ça veut dire supprimer les banques commerciales, ça veut dire mettre en place des impôts confiscatoires sur les grandes fortunes, ça veut dire interdire des pans entiers de la production, ça veut dire interdire aussi la publicité purement et simplement. Et d'un autre côté, mettre en place des formes de démocratisation de la production, instaurer une propriété partagée et collective et la généraliser. Ça veut dire donc des nouveaux droits dans l'entreprise. Ça veut dire aussi des nouvelles sécurités sociales, par exemple sur le logement, sur la mobilité ou sur l'alimentation. Et ça veut dire aussi la création d'un emploi garanti, d'un emploi vert, pour s'assurer que la main-d'œuvre qui va devoir changer de secteur d'activité, puisqu'à un moment donné, il va falloir qu'on arrête, par exemple, de produire des fossiles, puisse trouver un point d'atterrissage convenable et rester intégré à la société, quoi, et à l'appareil productif. Est-ce que, comme le dit Yannick Jadot, la radicalité de l'écologie aujourd'hui, c'est de gagner l'élection présidentielle? Autrement dit, est-ce que tu penses que l'élection est le prioritaire de l'écologie, ou est-ce que tu penses que ça passe aussi ou surtout ailleurs? Disons que l'écologie dominante, elle est quand même face à une triple crise de la praxis, de la pratique stratégique, qu'on voit bien par rapport à leur comportement électoral. Quand même, grosso modo, la société civile installée, c'est déjà une instance contre-révolutionnaire. Ils ont vraiment un rôle de dispositif contre-insurrectionnel par excellence. Ils ne considèrent pas que ces voix-là fassent partie
des modalités de changement politique possibles. Par ailleurs, sur la lutte des classes, c'est à peu près la même chose. Parce elles sont distantes des milieux ouvriers, elles ne sont pas là au jour le jour dans les luttes syndicales pour lutter contre les ravages de la compétitivité ou de la productivité. Et là, on pourrait se dire, bon, du coup, un levier quand même pacifique pour essayer de changer un peu les choses, c'est le vote. Mais même là, elles considèrent que c'est trop engagé, que c'est trop politique. Du coup, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'elles font exactement? Enfin, quelle est leur théorie du changement, comme on dit? Comment elles comptent intervenir et infléchir l'ordre des choses, la course de l'histoire, le régime politique, son ordre social, etc. Sur la question de l'élection, moi je considère que, je pense que c'est pas nécessairement prioritaire, mais ça reste incontournable à mon sens. C'est-à-dire que sur la question climatique, on ne peut pas se priver des leviers législatifs, exécutifs et diplomatiques, j'ai déjà dit. Notamment parce qu'on a besoin d'exercer une coercition extrêmement forte, en fait, sur un certain nombre d'activités économiques, sur les activités fossiles, en fait, sur le capital fossile. Donc, à un moment donné, il va falloir aussi destituer, purement et simplement, les classes bourgeoises. Et que pour ça, il faut, à mon avis, quand même un appareil, quand même réussir à se saisir de l'appareil d'État et des différents leviers qu'il procure. Parce que l'adversaire en face est très très fort. Et c'est pas juste en essayant de sortir un peu à la marge du système capitaliste qu'on va réussir à l'abattre. Donc il faut que cette écologie par le bas, ou ces foyers de résistance, où on élabore d'autres sociabilités et tout qui sont fondamentales, encore une fois, produisent de la montée en généralité qui permettent aussi de conquérir les leviers supérieurs, entre guillemets, du pouvoir. Donc moi, je pense qu'il ne faut pas du tout... je suis contre l'illusion électoraliste qui considère que simplement par l'élection, on va faire advenir une force politique qui aura la maîtrise totale de l'ordre social. Je pense qu'une politique de gauche qui soit révolutionnaire sur le plan écologique, elle a besoin de s'appuyer aussi sur des foyers préexistants. Et je pense que c'est dans le rapport de force issu de la lutte qu'interviennent aussi des évolutions législatives favorables. Mais pour autant, l'élection reste une source de légitimité culturelle, politique et symbolique très forte dans ce pays qu'on ne peut pas laisser à nos adversaires. Et de toute façon, il y a quand même un moment, ça va être quoi l'état de la lutte quand les fachos seront à la tête de la police, à la tête de la justice, à la tête de Bercy, à la tête de l'État. À un moment donné, la posture qui consiste à dire on n'a rien à cirer des élections, piège à con, dispositif petit bourgeois, tout ça, est-ce qu'ils se sont vraiment concernés par les politiques qui seraient mises en œuvre par une force politique fasciste qui s'emparerait des institutions? C'est quand même la question que je pose. Donc élection de piège à con, abstention, piège à quoi, piège à qui? Parce qu'à un moment donné, si on laisse le terrain il va être pris. Enfin, on est quand même face à une extrême droitisation de la société qui a pour pendant une extrême droitisation de la sphère institutionnelle. Est-ce que c'est vraiment réaliste et conséquent et sérieux de se dire non, c'est bon, on va laisser la sphère institutionnelle à nos adversaires? Ça me paraît quand même relativement discutable. Et encore une fois, le vote qui pose tout un tas de problèmes. Moi, je suis prêt à discuter des problèmes impliqués par la démocratie représentative. Et je pense qu'il y a besoin de beaucoup de réformes substantielles au sein de la démocratie représentative. Mais le vote, ça reste un geste, en fait, qui a un aspect populaire. C'est quand même un geste très accessible. Tout un tas de gens qui n'ont pas forcément les ressources de militer, d'être des révolutionnaires, de s'engager dans l'insurrection. Et mépriser ça, moi je trouve qu'il y a un petit mépris de classe aussi derrière, quoi. C'est-à-dire que nous, on est plus fort que le vote, on peut vivre de manière autonome, complètement détaché de tout ça. Et encore une fois, ça n'a pas zéro impact. Si c'est Mélenchon qui gouverne, ou si c'est Macron, ou si c'est Marine Le Pen, c'est faux de considérer que c'est la même vie pour les gens, et notamment pour les gens qui sont dominés par le système actuel.
c'est pas vrai, quoi. Et des combats que tu as suivis d'assez près, comme celui contre l'autoroute A69, est-ce que pour toi, c'est des luttes qui sont prometteuses? Oui, très prometteur parce que bah déjà voilà, ça fait partie aussi de l'écologie par le bas. C'est ce qui a amené les soulèvements de la terre, en fait, qui regroupe différentes luttes locales. La lutte contre les grands projets inutiles, puisque c'est de ça dont il s'agit, ça permet d'avoir des luttes qui sont ancrées réellement sur les territoires, qui ont un contenu empirique. Et la 69 et ce que font les soulèvements de la terre, c'est intéressant parce qu'on est sur des scènes où on accepte par exemple une diversité des tactiques. Donc on accepte qu'il y ait par exemple de la dégradation matérielle, où on n'est pas limité par le principe, le fétiche de la non-violence, qui est en fait un principe assez excluant dans les types d'actions qui sont mises en place par les ONG dominantes, où s'il y a un mot plus haut que l'autre, ou un geste un peu de travers, ou une intention hostile, ou un débordement, bah, du coup on est disqualifié. Donc en fait, le problème du fétiche de la non-violence, c'est qu'elle est excluante pour tout un tas de populations qui ont envie de lutter autrement. Et on voit bien qu'en fait, quand on accepte une forme de diversité tactique, on amène beaucoup plus de monde dans la lutte et donc dans le rapport de force. Par ailleurs, ces luttes contre les grands projets inutiles, ils permettent de mettre en place des phénomènes de composition entre des groupes sociaux qui, a priori, pourraient apparaître comme antagonistes. Par exemple, on va avoir des discussions, des sociabilités qui peuvent se nouer entre des naturalistes, des paysans, peut-être des chasseurs qui n'ont pas envie de voir un bois disparaître ou un écosystème particulier disparaître. Et donc ça permet de créer des sociabilités au niveau local qui désenclavent en fait le référentiel écologique et lui donnent des assises nettement plus concrète. Et puis c'est une écologie un peu de l'anti-spectacle. Par exemple, sur la 69, les écureuils, quand ils montent dans les arbres, pour empêcher les abatteuses de progresser, ils y vont pas juste pour la photo. Ils ne montent pas 2 secondes avec une banderole, le temps de faire une photo pour la presse locale ou pour les réseaux sociaux. Ils restent jusqu'au bout. Eux, ils s'interposent réellement physiquement avec des tactiques qui leur permettent de supporter les méthodes répressives antiterroristes mises en place par l'État. Ce qui donne une épaisseur en fait bien supérieure à la lutte environnementale. Et on s'aperçoit que ces dernières années, contre le rouleau compresseur capitaliste, ce sont les luttes d'occupation qui obtiennent des résultats. C'était le cas par exemple avec Notre-Dame-des-Landes. Quand même la seule victoire réellement identifiable obtenue par le mouvement environnemental ces dernières années. Donc je pense que ce sont effectivement des luttes qui sont prometteuses, qui permettent de renverser en fait le rapport d'hégémonie au sein du champ environnemental, avec une écologie du clivage qui devient supérieure à l'écologie du consensus, disons. Et ce que font les soulèvements de la terre, qui permettent une montée en généralité de ces foyers de lutte, et donc de la constitution d'un rapport de force politique, c'est aussi de prêter attention à la dimension intersectionnelle de la lutte. Et c'est pour ça, par exemple, qu'on a la mobilisation contre l'Empire Bolloré, à laquelle je participe aussi parce qu'elle est beaucoup localisée là où j'habite en Bretagne. Et donc ça montre qu'une écologie antifasciste, antiraciste, émerge et s'assume pleinement, ce qui n'était pas le cas auparavant, en tout cas ce qui n'a jamais été le cas au sein de l'écologie dominante. Par rapport aux organisations de l'écologie dominante, de l'écologie bourgeoise ou de spectacle, c'est quoi la stratégie que tu envisages, que tu préconises? Est-ce qu'il faut essayer de les radicaliser, de les transformer, de les contraindre? Ou est-ce qu'il faut plutôt les ignorer, les concurrencer et espérer leur disparition? Le seul moyen éventuellement de les radicaliser et de les rendre utiles au rapport de force, c'est de les concurrencer, c'est de les interpeller, c'est de tenter de les liquider d'une manière ou d'une autre et leur laisser comme seule porte de sortie en fait le fait de s'aligner justement sur des propositions plus radicales. Mais je pense que oui, dans le cas actuel, elle est contre-productive. Je pense que tout ce qui relève de la gauche bourgeoise en fait est contre-productif dans le rapport de force actuel et dans la lutte des classes contemporaines. Et donc à un moment donné, ça fait partie des problèmes majeurs qu'on rencontre dans l'équation écologique.
Donc voilà, moi je pense pas qu'il faille les laisser végéter, même si en fait elles sont en train de disparaître progressivement parce que cette vocation à servir de valeur refuge d'une social-démocratie obsolète, elle ne peut mener qu'à l'impasse et à la disparition progressive. Mais je pense que, et moi c'est ce que j'essaye de faire un peu avec mon livre, il faut porter un travail de critique, d'interpellation, d'affrontement vis-à-vis de ce secteur-là, quoi, pour qu'il soit il disparaît, soit il devient utile.